Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence qui traite du sujet de la lutte contre le gel de printemps pour la filière viticole. Donc là, le but du jeu, on a 45 minutes ensemble. L'idée, c'est d'avoir entre 20 et 30 minutes plutôt de propos descendants pour vous amener du contenu et des connaissances sur le gel de printemps, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, quels sont ses impacts sur la filière viticole à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté, quelles sont les solutions existantes à date, et puis quelles sont les visions prospectives qu'on peut avoir par rapport aux solutions existantes et aux attentes que les viticulteurs peuvent avoir par rapport à cet aléa. Donc pour ce faire, je serai accompagnée donc de trois experts sur le sujet. Donc à ma gauche, Thomas Gourou, donc conseiller viticole de la Chambre d'agriculture Côte d'Or. Marc Ouvrier, qui est consultant indépendant et qui accompagne les acteurs de la filière viticole sur les sujets de la lutte contre les aléas climatiques, adaptation au changement climatique. Et puis Marcel Angel, qui représente l'entreprise Frolight, donc entreprise qui propose une solution de lutte contre le gel basée sur la lumière infrarouge. Donc il vous en dira un peu plus tout à l'heure. Pour replanter le contexte rapidement, alors sans surprise, ça fait maintenant plusieurs années que les vignobles sont touchés par le gel. Donc on a 2016, 2017, 2021 qui est un peu plus récent où il y a eu de forts impacts pour les viticulteurs à l'échelle française d'ailleurs. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de la situation actuelle, il y a des zones en Bourgogne-Franche-Comté où la vigne a plus de 10 jours d'avance, avec des débourrements qui ont lieu assez tôt, et donc une crainte par rapport aux gelées de printemps qui peuvent arriver dès début avril. Donc on est vraiment sur un sujet d'actualité donc en termes de calendrier. Donc la première question va être pour Thomas. Thomas, est-ce que tu peux nous recontextualiser ou nous expliquer ce que c'est le gel de printemps, peut-être en prenant l'exemple de ce qui s'était passé en avril 2021 en région? Oui, alors 2021 a été une année quand même assez particulière de par plusieurs facteurs. La première, c'est que c'est un gel quasiment inédit en France puisque on a eu deux types de gel qui sont conjugués. Le gel advectif, donc, qui est une descente d'air froid polaire qui amène donc des températures négatives sur plusieurs dizaines de mètres de haut. Et ceci combiné avec un gel radiatif qui, lui, a un gel plus classique qu'on connaît, qu'on appelle gel printanier, qui consiste à avoir un ciel complètement dégagé pendant la nuit et une chaleur qui part du sol vers l'atmosphère et où on a du coup des températures les plus fraîches au niveau du sol et plus on va monter en altitude et plus on aura des températures élevées. Donc on a eu une conjugaison de ces deux types de gel en 2021 et chose aussi assez exceptionnelle, c'est que ça a concerné quasiment tout le territoire français avec des températures qui sont descendues, alors je parle pour la Côte d'Or, mais sur certaines parcelles jusqu'à moins 9 degrés. Et malheureusement, même avec n'importe quel type de moyen de lutte contre le gel, lorsque vous êtes sur des stades, passé le stade pointe verte, donc débourré, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc voilà les deux types de gel qui peuvent exister. Ensuite, donc on a des moyens de lutte qui peuvent limiter les dégâts de gel. On n'arrivera jamais à s'en défaire complètement. Et toutes les technologies qui existent à l'heure actuelle ne permettent pas de lutter de façon efficace sur tous les types de gel. Et pour essayer de lutter au maximum, d'avoir le plus de chances possible pour avoir le moins de dégâts possible sur la végétation, il faut souvent associer plusieurs techniques de lutte contre le gel pour essayer de s'en sortir. Malheureusement, on est dépendant complètement de la météo et des modèles prédictifs. Et ça, à l'heure actuelle, c'est ce qui pêche peut-être le plus pour les viticulteurs et pour nous conseiller, pour donner justement les clés de dire c'est tel matériel qu'il va falloir utiliser. Merci Thomas pour ces premiers éléments de réponse sur la définition des deux typologies de gel aujourd'hui. Donc on voit l'impact agronomique de la chose. Là, la question sera plutôt pour Marc sur l'impact économique et social que ça peut avoir sur les différents vignobles aujourd'hui. Quels sont-ils ? Oui, en effet, au niveau, on parle tout de suite de l'impact visuel sur le rendement, sur l'année en cours et les conséquences que ça peut avoir sur la production annuelle.
là, je vous ai présenté un petit graphique pour illustrer. En fait, la problématique, elle est peut-être ponctuelle sur une perte annuelle, mais aujourd'hui, il faut se projeter un peu plus loin et regarder la variabilité de production. En fait, là, je vous ai mis l'exemple de ce qui se passe dans le vignoble du Jura depuis quelques années. On voit depuis 2017 en fait une très très forte variabilité de production avec des années d'aléas. Alors on parle du gel, mais il peut y avoir d'autres aléas, des fortes chaleurs, de la sécheresse, etc. Des années sans aléas ou avec moins d'aléas. Et en fait, au-delà, encore une fois, de la problématique ponctuelle de l'année, il faut, quand on pilote une entreprise, une exploitation viticole, il faut se projeter sur plusieurs années. Et le plus gros défi aujourd'hui, c'est d'être capable de gérer de la variabilité de production en termes derrière de stockage éventuellement de vin, d'anticipation, de stratégie commerciale à mettre en face et derrière de viabilité économique sur le long terme. Et ça, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé dans le vignoble du Jura de manière collective. Il faut allier à la fois de la stratégie individuelle. Moi, sur mon exploitation, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai voilà, ces aléas de production, cette variabilité de production. Comment je vais gérer dans les années qui arrivent ma commercialisation, les profils des vins que je vais faire, est-ce que je peux les stocker, pas les stocker, etc. Et donc il y a besoin pour ça d'avoir aussi de l'information à l'échelle collective et du pilotage macroéconomique des appellations adapté à ce contexte justement de forte variabilité pour donner de la visibilité en fait aux entreprises. Et si je sais sur l'ensemble du vignoble un peu le contexte, je peux aussi mieux adapter ma stratégie individuelle. Donc ça, c'est aussi un enjeu assez fort à avoir à l'esprit quand on veut piloter à moyen et long terme son entreprise. Merci Marc. Thomas, tout à l'heure, tu parlais du fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une seule et même solution, que c'est plutôt une combinaison de solutions qui permettent de répondre au mieux à ce sujet du gel pour la filière viticole. Aujourd'hui, au vu des expérimentations, des essais que tu as pu mener, des liens que tu entretiens avec les fournisseurs de solutions de lutte contre le gel, pour toi, quelles sont les solutions qui sont efficaces et mises à disposition des viticulteurs aujourd'hui ? Quel est ton retour terrain ? Alors, c'est une vaste question. À l'heure actuelle, on a pu, nous, en Côte d'Or, en tout cas, tester pas mal de solutions. Je sais qu'il y a beaucoup de chambres d'agriculture qui travaillent sur le sujet également. Il y a beaucoup de choses qui sortent tous les ans. Vous avez des solutions miracles qui sortent pour lutter contre le gel. C'est toujours très compliqué de faire la part des choses entre ce qui marche vraiment et de ce qui ne marche pas. On a testé plein de choses et il faut différencier deux types de moyens de lutte. Vous avez la lutte active qui va, elle, essayer de, entre guillemets, réchauffer la température autour des bourgeons. Et puis vous avez la lutte passive qui, elle, va consister à avoir une action sur la vigne pour retarder le débourrement. Donc pour retarder le débourrement, on a la taille tardive qui fonctionne bien. Alors elle n'est pas miraculeuse, hein, cette taille tardive, elle ne va pas vous retarder le débourrement d'une dizaine de jours. Hein. Les essais qu'on a pu faire et qui ont pu être faits en France et même ailleurs, tous les résultats concordent pour dire qu'on va à entre au minimum 2 jours de décalage du débourrement. Donc 2 jours, c'est pas forcément énorme, mais des fois ça peut faire la différence. Et jusqu'à une dizaine de jours de décalage. Donc ça, c'est vraiment dans les résultats où on a eu le plus d'écart. Mais si on combine ça avec des moyens de lutte actifs, on peut déjà avoir une certaine efficacité sur les gelées. Alors après, la complexité, c'est qu'il faut s'équiper, il faut avoir le temps pour pouvoir mettre en place les moyens de lutte. Tout ça coûte et du temps et de l'argent. Et en fonction des domaines, il y a des choix qui doivent être faits. Donc la taille tardive, c'est quelque chose qui peut être fait relativement facilement, entre guillemets, parce que ça ne demande pas un investissement matériel, puisque quoi qu'il arrive, vous allez le faire déjà. Vous pouvez vous donner une priorité aussi dans le choix des parcelles, dans les parcelles qui sont les plus à risque, les parcelles qui débourrent en premier, donc par exemple les blancs.
Et puis, bien évidemment, les parcelles avec la plus forte plus-value. On ne va pas faire ça dans des appellations qui sont, on va dire, moins importantes économiquement parlant. On va donner une priorité dans celles qui vous rapportent le plus, forcément. Et puis après, sur toutes les technologies qui existent, donc vous avez donc des câbles chauffants. Les câbles, ça fonctionne très bien, mais c'est un coût non négligeable. Vous avez les tours anti-gel. Donc c'est pareil, ça fonctionne très bien, mais si vous avez par exemple un gel comme 2021, où on a une stratification très importante au niveau des températures basses, à 15-20 mètres de haut, vous êtes toujours sur des températures négatives, le brassage de l'air ne servira pas à grand chose. Et puis la limite aussi de ce genre de matériel-là, c'est qu'au-delà de 16 km/h de vent, en général, on considère qu'il n'y a plus d'intérêt. Donc vous avez forcément sur chaque moyen de lutte des inconvénients et des avantages. Et le souci, c'est que vous allez vous équiper en ne sachant pas quelle est la fréquence d'utilisation et la fréquence à laquelle ça va fonctionner. Et ça, c'est très compliqué. Donc à l'heure actuelle, on n'a aucune solution miracle. C'est une combinaison de plusieurs moyens de lutte qui vont faire que, au niveau statistique, vous aurez moins de dégâts. Mais c'est impossible de prévoir à l'heure actuelle quelle méthode de lutte sera la plus efficace à l'instant T. Et il va falloir essayer d'avoir de l'adaptabilité en fonction des millésimes, chose que l'adaptabilité, vous connaissez puisque vous y êtes contraint chaque saison. Merci Thomas. Là, ce qu'on comprend dans tes propos, c'est qu'au final, aujourd'hui, il est difficile de dire qu'en effet, il y a une solution efficiente et qui fonctionne bien. Ce qui sous-entend qu'on a encore et toujours besoin de mobiliser le monde de la recherche sur ces sujets-là. Et je trouvais important de donner de la visibilité aux travaux de recherche qui sont actuellement effectués à l'échelle régionale. Et donc Marc, je sais qu'aujourd'hui, tu travailles avec l'Université de Bourgogne sur un sujet de zonage climatique du vignoble qui a un intérêt aussi pour cette lutte contre le gel. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet de recherche ? Oui, donc on a mis en place là, depuis 2 ans avec l'Université de Bourgogne un contrat de collaboration de recherche avec pour objectif de réaliser une cartographie climatique donc là sur 2 appellations en Bourgogne, Chambolle-Musigny et Moret-Saint-Denis. L'objectif, c'est d'avoir une connaissance plus fine de la variabilité climatique locale à l'échelle d'appellation viticole. Donc pour ça, là, vous voyez un peu la zone d'étude. On a implanté un certain nombre de points de mesure, de capteurs, température, vitesse, orientation du vent, par exemple, hygrométrie, etc. Donc là, on est sur une échelle de 500 hectares. Bon, on a forcé un petit peu parce qu'on est dans un cadre de recherche, donc on essaie d'affiner un petit peu la méthodologie, la connaissance et de voir ce qu'on peut en retirer. Donc on a mis plus de 120 points de mesure. L'idée aussi de ce travail-là, c'est après aussi de voir de quelle manière on peut optimiser ce protocole pour le rendre plus accessible, soit à l'échelle, bien sûr, d'une appellation, mais pourquoi pas d'une exploitation viticole. C'est des choses sur lesquelles on a déjà travaillé aussi pour essayer de le rendre, démocratiser un petit peu cette connaissance climatique qui renforce en fait la connaissance terroir. On connaît beaucoup la cartographie des sols, la connaissance des sols, mais cet aspect climatique prend une part assez importante et qui est encore à explorer. Et encore mieux au final, faire le lien entre la partie sol, la partie climat, et notamment sur l'aspect gel aussi, il y a des choses à creuser à ce niveau-là. Et donc, on a essayé de travailler et d'améliorer la connaissance à ce niveau-là. Donc en termes de premiers résultats, c'est une étude sur 2 ans. Donc là, un exemple de ce qu'on peut mesurer. Avec l'ensemble des capteurs, on fait après derrière un zonage à l'échelle du territoire. Et on s'aperçoit là sur une nuit de gel au mois d'avril 2023. Alors la distance, il y a 4 km du nord au sud, il y a 120 mètres d'altitude est-ouest, donc c'est quand même un petit secteur, et on arrive à avoir des écarts de température de plus de 6 degrés sur cette zone-là.
Et donc, bien sûr que vous connaissez votre vignoble, vous connaissez un peu les parcelles qui sont plus ou moins sensibles, mais comme le disait Thomas, il y a différents types de gel qui peuvent s'alterner et les méthodes de protection, elles ne sont pas forcément les mêmes à mettre en place en fonction du type de gel. Et donc là, on essaie d'affiner cette connaissance plus locale sur l'aspect gel à l'échelle d'une appellation. Donc on voit que le monde de la recherche est aussi mobilisé sur ce sujet et qu'il y a des initiatives à l'échelle régionale qui sont portées et qui ont déjà des résultats intéressants. Mais il y a aussi le monde de l'entreprise qui travaille sur ces sujets-là, et c'est pour ça que ça nous semblait intéressant de donner la parole aussi à un offreur de solutions, d'où la présence de Marcel aussi aujourd'hui. Marcel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta solution, sa technologie, la façon dont elle fonctionne et comment aujourd'hui tu t'adresses aux viticulteurs de la région Bourgogne-Franche-Comté? Bonjour à tous, merci beaucoup. La première chose sur Frolight, c'est que c'est une société qui a commencé en 2019. C'est une société qui a été créée par un vigneron lui-même, qui a souffert les problèmes de gel. D'accord? Donc il fallait qu'il cherche et qu'il trouve une solution pour se soulager des nuits de travail pendant les gels. D'accord? Et qu'il cherche une solution qui puisse donner des résultats différents dans tous les autres. Et dans ces résultats et dans ces recherches, il a trouvé la technologie d'infrarouge de radiation. Donc c'est la seule solution aujourd'hui qui fait la chaleur de façon différente. Elle fait la chaleur par radiation et pas par convection. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de déperdition de la chaleur et que la source de chaleur elle reste collée à la vigne. Donc si on a des vents, comme Thomas il vient de dire, de plus de 6 km, ça continue à fonctionner et la température elle est constante. Donc c'est une solution automatique. Je ne vais pas faire une présentation commerciale parce que ce n'est pas le cas. J'ai ici un brochure que vous pouvez prendre à la fin et on a un stand, vous pourrez le visiter aussi. Mais en plus, ce que je voudrais dire, c'est surtout de la solution qu'Alexandre il a trouvée, c'est que c'est une solution qui fait la chaleur de façon différente. Donc déjà, on ne génère pas de l'air chaud, donc ça va se perd pas avec le vent, par exemple, ou la pluie. Et la deuxième chose, c'est une solution qui est facile à installer. Facile à installer il n'y a pas besoin d'une expertise pour une installation, c'est les mêmes équipes ou les directeurs techniques qui pourraient faire l'installation par exemple. Et la troisième chose, c'est qu'elle fonctionne avec tous les types de conditions météorologiques et qu'elle a été testée pendant la gel de 2021 ici en Bourgogne et aussi en Champagne et à Bordeaux, par exemple, pour certains clients, et que c'est grâce à ces clients que notre solution elle a eu un essor aujourd'hui, car les gens ils ont décidé de tester une chose différente, une technologie plus durable et écologique, afin d'avoir des résultats différents. Pardon. Donc, la solution aujourd'hui, ça peut être pour tout type de viticulteurs, d'accord? Et on n'a pas de problème avec des grands domaines, des petits domaines ou des choses comme ça. C'est une solution facile à mettre en place. Et surtout, ce qu'on essaye, c'est d'être proche aux clients. Et proche aussi, je vais m'approcher plus de Thomas, par exemple, à la Chambre d'agriculture dans certaines régions et des coopératives. Parce que c'est ça qui nous permet d'améliorer jour à jour notre solution. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche vraiment de soulager et de pouvoir offrir ou proposer une solution qui a la même efficacité s'il y a des pluies ou des vents, mais ça continue toujours à marcher. C'est ça. Merci Marcel. Donc si cette solution vous intéresse, en effet, vous êtes les bienvenus sur le stand pour échanger plus longuement avec Frolight qui sera présent. Le message qu'on voulait faire passer à travers ces différentes questions-réponses, c'est qu'il y a une vraie approche collective sur le sujet de la lutte contre le gel,
que le sujet il est traité par les entreprises, par le monde de la recherche, par les organisations professionnelles agricoles, et donc que c'est uniquement via cette approche collective qu'on réussira, je pense, et nous pensons, à résoudre ce problème. Et pour imaginer aussi cette démarche collective donc à l'échelle de la région, la question là elle est pour Marc. Je sais que tu as travaillé aussi avec le vignoble jurassien sur cette notion de lutte contre le gel. Cette approche collective, qu'est-ce qu'elle a apporté? Quelles ont été les conclusions de ces premiers travaux de recherche et quelle est la suite donnée aujourd'hui à ce projet? Oui, donc tout à l'heure, je vous présentais un graphique sur le vignoble du Jura. Donc c'est un travail qu'on a réalisé dans le cadre d'un plan de résilience gel qui a été lancé en 2022 dans le vignoble du Jura. Donc suite à l'accumulation d'aléas, aux difficultés des exploitations. On parle souvent de l'impact économique. Il y a aussi un impact social. Ça pèse énormément aussi sur le moral des vignerons et des vigneronnes. Il y a eu malheureusement des épisodes tragiques au niveau du Jura. Et donc l'idée c'était d'accompagner les entreprises pour renforcer leur viabilité. Et on a essayé de travailler sur plusieurs leviers au niveau du Jura. Donc une exploitation toute seule, aujourd'hui quand on voit l'impact de ces aléas, c'est difficile de le supporter. Donc il faut que le collectif prenne le relais et lance des actions à plus grande échelle. Et là on a travaillé sur de la cartographie climatique à l'échelle de l'ensemble du vignoble. Donc ça, c'est un travail qui a été fait aussi en partenariat avec l'Université de Bourgogne et Benjamin Bois, qui a réalisé une cartographie climatique. On a travaillé aussi sur des aspects économiques, essayer de voir... l'idée, c'était de construire en fait une boîte à outils. Parce que sur le Jura, on a une typologie d'exploitation très variable, des petites, des grosses exploitations, des exploitations pluriactives, des exploitations en cave particulière, en vendeur de raisins, en coopérative, etc. Donc, les solutions qui sont mises en place, elles ne sont pas forcément adaptées à tous les types d'exploitation. Donc, il faut travailler sur un ensemble de solutions économiques. Il y en a certaines qui vont pouvoir travailler sur leur stock de production. D'autres, si elles n'ont pas de stock de production, si elles produisent uniquement du raisin, il faut peut-être travailler sur des aspects de coûts de production, essayer d'optimiser les coûts de production les années où on a des impacts d'aléas, par exemple, et de mieux connaître son modèle, son système de production. Ça permet de mettre tout de suite le doigt là où on peut agir en termes d'optimisation de coûts de production sur une année donnée. Ça, c'est un levier hyper important. Et puis aussi, on a travaillé sur des aspects à plus long terme, sur le matériel végétal, des travaux qui sont déjà engagés depuis plusieurs années. Mais là, on a renforcé ce travail et orienté sur les aspects adaptation au gel et éventuellement au décalage de précocité et adapter le matériel en fonction du contexte. Et tout ce travail, on s'est aperçu, on a ouvert des portes en fait. Sur un an, on ne peut pas régler tous les problèmes. On a reposé les choses, on a reposé les problématiques, on a essayé de bien connaître le tissu, reconnaître, le tissu économique viticole du Jura, il était connu, mais dans un contexte de variabilité de production d'aléas, comment on travaille avec ce tissu économique. Et du coup, on a prolongé ce travail-là sur la résilience gel sur un programme sur 3 ans d'adaptation au changement climatique qui est financé par les collectivités, la région, le département du Jura. Et donc ça, c'est aussi un lien, un appui fort entre la présence des collectivités pour soutenir économiquement les vignobles et trouver après des solutions à plus long terme aussi d'adaptation. Peut-être en question de conclusion, là, au regard de tout ce qu'on s'est dit, surtout sur les impacts économiques, sociaux et agronomiques et des solutions existantes. Alors la question, elle est pour Thomas, mais elle est aussi pour Marcel et Marc, si vous avez des éléments complémentaires. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des éléments de réponse à apporter aux viticulteurs concernant les perspectives d'évolution de solutions existantes ?
Et quels sont peut-être les freins à lever pour les offreurs de solutions? Quelles sont les questions auxquelles ils doivent répondre pour être aujourd'hui capables de proposer une solution ou une combinaison de solutions opérationnelles et efficaces? Marc en a quand même parlé. Chaque exploitation est différente, la superficie est différente, les moyens que peuvent mettre les exploitations sont différents. Tout ça concorde à une complexité pour les concepteurs de solutions d'avoir quelque chose d'universel. Je ne suis pas sûr qu'un jour on y arrivera. Ça reste quand même relativement compliqué. Je pense que si on a une solution qui marche tout le temps, la première firme qui va trouver ça va devenir très, très vite riche. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses à voir. C'est déjà avoir des données météo de plus en plus fiables. On sait la complexité de prévoir des risques gel. Marc l'a dit, à partir du moment où on a un zonage comme le travail qu'il a pu faire sur Morée et Chambol, vous avez déjà une bonne cartographie en tête des zones sur lesquelles vous pouvez agir. Et avec quel type de matériel pour lutter contre le gel. Si derrière on a des modèles météo qui sont fiables, derrière on arrivera plus facilement aussi à protéger en temps et en heure. Et puis derrière ça va être malheureusement, mais à chaque exploitation de s'adapter en fonction de ses moyens, aussi bien économiques mais aussi de main d'œuvre, puisque certaines solutions vont requérir quand même quelques heures de mise en place. Il y aura forcément des contraintes, mais derrière, il faudra toujours chercher la balance entre les avantages économiques que va pouvoir vous proposer le matériel, et puis les inconvénients de mise en place, mais derrière, de ne pas avoir trop de dégâts au niveau du gel. Oui, mais je te rejoins énormément sur l'aspect exploitation viticole. En fait, on sait que on veut trouver une solution pour lutter contre le gel. Et on sait les conséquences, ce que fait le gel, quoi, la baisse de température, les dégâts sur le végétal. Voilà, donc on veut chercher une solution. Mais en fait, je pense que pour adapter vraiment là où les solutions, il faut repartir encore une fois de l'exploitation viticole. Ça, c'est vraiment aussi bien pour les gestionnaires d'exploitation que pour des fournisseurs de solutions. Il faut encore une fois repartir du système de production. Quelles sont les contraintes de ce système de production en termes économiques, en termes techniques, en termes de ressources en main-d'œuvre pour mettre en place des solutions? En termes de stratégie commerciale, de profil produit, etc. Il faut revenir sur le système de production et il faut repartir de cette question-là pour après adapter la solution et pas faire l'inverse. Parce que sinon vous allez vous retrouver à faire des choix à la fois de conception de solutions ou de choix de solutions qui pourront être adaptés que ponctuellement sur une partie de votre vignoble avec des coûts d'investissement qui seront au final trop lourds. Donc il faut vraiment encore une fois repartir de votre exploitation, de remettre ça au cœur de la réflexion. Est-ce que mon exploitation elle est réellement impactée, fragilisée par le gel? Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut que je trouve des solutions systématiques chaque année? Est-ce qu'il faut que je fasse une stratégie d'adaptation à plus long terme sur mon vignoble? Une des premières actions, tout simplement aussi, c'est de travailler sur la productivité de son vignoble. Si on n'est pas capable de produire les années où il n'y a pas de gel, où il n'y a pas d'aléas climatiques, c'est un vrai problème. Donc indirectement, en travaillant sur la productivité du vignoble, on travaille aussi à lutter contre les aléas climatiques et contre cette problématique de variabilité de production. Donc ça, encore une fois, il faut repartir de mon système de production, de mon exploitation. Et c'est comme ça qu'après, on pourra mieux répondre aux solutions à mettre en place, il me semble.
Juste pour compléter, il y a une chose, donc il y a les moyens de lutte, mais il y a aussi peut-être une vision des choses à revoir sur les itinéraires techniques, comme de la vigne basse et étroite versus de la vigne large et haute, des choses comme ça qui peuvent être éventuellement envisagées. Alors je sais qu'il y a des soucis au niveau des cahiers des charges, qu'il y a aussi au niveau de l'acceptabilité sociale, mais je pense qu'il y a aussi des choses sur lesquelles il y a déjà des choses qui existent et qui peuvent être adaptées dans les vignobles qui à l'heure actuelle ne sont pas conduits de cette façon-là. Et puis Marc en a parlé sur le choix du matériel végétal. Il y a un gros travail qui est fait au niveau national sur l'étude des porte-greffes et des clones sur l'adaptabilité au changement climatique, que ce soit au niveau retard du débourrement, mais aussi par rapport à la contrainte hydrique, puisqu'on peut parler aussi des contraintes hydriques. Et donc tout ça, ça va demander quand même relativement du temps. Mais voilà, beaucoup de choses sont faites pour essayer de vous apporter des solutions. Merci à tous les trois de vous être rendus disponibles pour cette conférence. Donc là, on a tenu une 30 minutes sur le sujet. L'idée maintenant, c'est de vous donner la parole par rapport à ces clés de lecture qu'on a voulu vous donner en lien avec le gel, qu'est-ce que c'est, quels sont les moyens de lutte existants aujourd'hui, avec aussi des propositions de solutions. Donc si vous avez des questions à poser aux différents intervenants, la parole est à vous. Il y a un micro qui va arriver. Bonjour, merci pour ces informations. J'avais une question concernant la dépendance au modèle météo, vous en avez beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a des modèles qui sont plus fiables que d'autres, notamment Météo France à Rome? C'est des choses que vous voyez ou ça s'améliore pas plus? Enfin, voilà. S'il y avait quelques compléments là-dessus. Alors c'est une très bonne question. On a la chance de pouvoir comparer plusieurs modèles météo. On va dire que tous les modèles se concentrent sur les mêmes résultats à un jour et demi. Le problème, c'est les longues échéances, où là, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous dire quel modèle est le plus juste, en fait, ça va dépendre vraiment. Il y a des fois, c'est tel modèle, 2 jours après, c'est l'autre modèle. À l'heure actuelle, voilà, c'est quand même très, très, très dépendant. Ce qu'on sait, c'est quand même à un jour et demi, on a quand même des bonnes tendances sur les degrés et puis même sur la pluviométrie. Mais ça n'empêchera pas quand même qu'une spatialisation comme le travail qu'a fait Marc sera nécessaire, parce que c'est pas parce que vous avez -2 d'annoncés par Météo France ou n'importe quel autre modèle météo que ce sera réellement -2 qui va être le cas dans vos parcelles. Vous pouvez avoir des -3 ou -4 parce que vous êtes dans une cuvette et que sur un gel radiatif, malheureusement, vous allez descendre beaucoup plus bas que ce que le modèle météo vous aura prédit. Je pense qu'il y a des services aujourd'hui sur de la prévision météo et puis sur de l'information en temps réel de la météo qui sont de plus en plus performants quand même, de plus en plus précis avec les informations dont ils disposent et cette variabilité climatique qu'il y a. Donc il ne faut pas vouloir non plus demander au modèle météo de dire à l'heure et à l'endroit précis la température qu'il va y avoir. Il y a de l'aléa, qui sera de plus en plus, qui sera pas forcément facile à mesurer. Ouais, ça va mieux. Qui sera pas forcément toujours facile à préciser, mais il y a quand même un travail de plus en plus précis de conseils qui est apporté pour avoir une vision à 8 jours. Et se dire, est-ce qu'il faut que je commence à m'organiser au niveau de mes équipes, au niveau de la prévision de mon calendrier de travail. Si j'avais prévu un travail du sol à cette période-là, peut-être que je peux le décaler un peu. Peut-être qu'au final, il n'y aura pas de gel, on sera à 0, -1 ou 1 degré, et ça passera, et j'aurais pu faire mon travail du sol. Mais il faut anticiper dans l'organisation de votre gestion d'exploitation. Donc, voilà, d'avoir cette information-là, c'est intéressant. Et au fur et à mesure, je sais si, par exemple, j'ai un moyen de protection contre le gel que je veux mettre en place, je sais si il faudra que je le déclenche, donc que je mobilise éventuellement des équipes quelques jours avant. Ça peut se piloter.
S'il faut déployer des chaufferettes, des bougies une semaine avant, voilà, je commence à m'organiser là-dessus. Et après, si je peux ne pas les utiliser 2 jours avant, c'est une information. D'accord, je les aurais déployés, mais voilà, c'est aussi une part d'incertitude et de pilotage de votre organisation d'exploitation qu'il faut prendre en compte. Et il ne faut pas vouloir voilà, avoir une précision qu'on n'aura jamais. Voilà. Mais on a déjà de l'information qui est quand même intéressante pour piloter à court et très court terme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Négatif? Bon, écoutez, je vous propose de clôturer cette conférence. Si vous souhaitez creuser le sujet avec les différents intervenants, sachez qu'on expose au stand de Vignes Climat, donc Hall A B26 et Hall A B32, où vous retrouverez différentes entreprises exposantes qui proposent des solutions de lutte contre les aléas climatiques au sens large. Donc pas uniquement le gel, mais voilà. Et aussi des solutions pour accompagner la transition de la filière viticole. Donc vous êtes les bienvenus sur stand. Merci d'avoir participé à cette conférence et à bientôt.